concernant. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Paul Ponceau, chercheur indépendant et conférencier, dans les travaux Explore les dimensions invisibles de notre réalité. Nous allons ensemble plonger dans le sujet fascinant, la matrice archontique, les entités non humaines, les mondes souterrains et bien plus encore. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur le monde qui nous entoure. Bonjour Paul et merci d'être avec nous. Bonjour Nag et merci de ton invitation. C'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui sur ma chaîne. Et la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, donc la matrice archontique, et si tu peux aussi nous parler de toutes les choses que tu fais, que tu proposes. Bon, déjà, la matrice archontique, en fait, c'est le 5e livre que j'écris. Donc, il y en a un que j'ai écrit en 2013, les 4 autres en collaboration avec Léna. Et en fait, dans les premiers livres, Le plan secret du diable, je parle essentiellement de l'aspect géopolitique, comment c'est connecté au projet Bluebeam, comment c'est connecté à ce programme du faux sauveur externe et comment c'est connecté à différents types d'entités. Et je me suis ensuite rendu compte, donc dans les années 2015-2016, avec tout un petit peu les différents événements de l'actualité et tout, et surtout en découvrant le travail d'Ole Damgard, que en fait notre réalité était une pièce de théâtre, déjà au niveau des 5 sens, ensuite aussi une pièce de théâtre parce que quand on découvre les récits d'abduction, et moi j'ai recueilli énormément de témoignages, discuté avec beaucoup d'abductés, de contactés, de personnes ciblées, on se rend compte que leur vie est contrôlée comme un espèce de jeu de marionnettes par ces entités. Et donc, ça fait qu'on a coécrit avec Léna en 2017 le livre La Terre ou le grand cirque dimensionnel, où on parle justement de ce cirque. Ensuite aussi un autre livre, Au-delà de l'illusion, en 2018 ou 2019, qui est plus un recueil d'articles, et tout ça. En 2021, donc, on a écrit Les marionnettistes, où là, on parle du cas essentiellement de Madame X, donc une dame qui a passé 1 an dans une timeline parallèle. On parle aussi des abductions, de l'événement de 2020, au niveau de l'aspect ésotérique, comment c'est connecté aussi à d'autres rituels, comment c'est aussi connecté à toute une manipulation de la réalité par des entités. Et puis, ensuite, on s'est dit qu'il manque encore un paramètre. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'écrire justement la matrice archontique et le piège temporel, parce que le paramètre dont on avait extrêmement peu parlé, c'était le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'énormément de manipulations de la part de ces entités se faisaient parce qu'on était prisonnier d'une matrice, comme des personnages de jeux vidéo, et parce que ces entités maîtrisaient le temps. Le temps, c'est un des paramètres de la matrice. Donc, moi, j'ai fait des recherches sur justement des témoignages de personnes qui ont vécu des glissements de temps. Ensuite, j'ai découvert aussi et j'ai échangé avec des survivants des programmes spatiaux secrets où il y a eu justement toutes ces manipulations de temps. Donc, dans le livre La matrice archontique et le piège temporel, c'est vraiment le temps qui est au centre du livre, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre grand thème, c'est les pensées intrusives. Et en fait, de diverses façons, notamment en découvrant le travail de Jerry Marzinski, mais aussi par des témoignages de personnes ciblées, on s'est rendu compte que les pensées ne nous appartenaient absolument pas. Et là, je connecte justement le lien entre pensée intrusive, manipulation du temps, réalité matricielle, et on peut faire le parallèle avec les djinns et les archontes et les dieux grecs, qui étaient du reste des djinns, des archontes, qui manipulaient les humains comme des pions. Donc c'est cet aspect vraiment que je développe dans la matrice archontique et le piège temporel. Surtout aussi, je parle de thèmes que très peu de personnes abordent, notamment la cryptozoologie et la connexion entre la cryptozoologie et les entités. On parle aussi d'humanité parallèle parce que dans cette matrice, il y a l'humain qui a été leurré à consentir, mais il y a aussi des humanités parallèles. Et il y a des interactions entre Homo sapiens sapiens et humanité parallèle.
Et on donne aussi un chapitre très, très détaillé sur des pistes simples basées sur la conscience et la capacité créatrice pour transcender ce système de contrôle, parce qu'on est justement dans un système de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, indépendamment du fait qu'on a fait beaucoup de recherches, interviewé des gens, des chercheurs américains, des témoins aussi, indépendamment de ça, on est tombé sur des témoignages, sur des personnes au hasard, mais en fait, c'est pas du hasard, vraiment par des synchronicités qui ont apporté énormément d'éléments à ce livre, et tout est comme un puzzle qui se met en place. Et ce puzzle, en gros, pour faire simple, c'est qu'on est dans une réalité matricielle. On est vraiment comme dans une espèce de simulation qui a été programmée par des entités sans âme et des anges déchus, et qui a comme but de vampiriser notre énergie spirituelle et notre louche. Et les deux plus grandes manipulations de cette matrice, c'est le temps et c'est aussi les pensées intrusives, puisque les entités sont capables d'imiter nos pensées. Ce que les entités détestent par-dessus tout, c'est notre conscience et nos capacités créatrices. C'est pour ça que tout est fait justement pour couper net toutes nos capacités créatrices. Donc voilà un petit peu ce dont parle ce livre. Donc ça, c'est la première édition de ce livre qui est sortie en avril 2025. J'ai fait rééditer ça de manière un petit peu plus esthétique, on va dire un petit peu le format un peu plus simple, sans les spirales. Et donc, c'est un livre qui est vraiment d'actualité, parce qu'on parle aussi de l'actualité, du programme de l'actualité qui se joue. On parle du canard, du parfum, de tout ce qui se passe un petit peu en Ukraine, de tout ce qui se passe au Proche-Orient, et on montre que tout cela, c'est à la fois une reprogrammation de la réalité, c'est à la fois un rituel, un programme qui se joue. On introduit aussi la notion d'insert holographique, donc c'est un livre où il y a énormément de choses, et c'est normal, c'est 3 ans de travail. Donc voilà un petit peu pour présenter en quelques mots le livre. Tu devais, je me permets, si tu devais définir les deux mots, si tu devais définir le mot matrice et définir le mot archontique, comment tu pourrais nous le présenter? Alors, la matrice, c'est en fait cette réalité, cette fausse création. Si on regarde un petit peu les textes religieux, notamment, mais aussi les textes dans les cultures traditionnelles, par exemple les enseignements chamaniques, les textes gnostiques et tout, et c'est particulièrement vrai chez les gnostiques, bien que attention, je n'ai aucune affiliation pour les gnostiques, ni quoi que ce soit, ni pour aucune religion du reste, mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Et en l'occurrence, dans les textes fondateurs des différentes religions qui ont été tronqués avec le temps, on se rend compte qu'on était des êtres qui vivaient dans une vraie création, ce qu'on peut appeler la source, peu importe comment on appelle ça, la vraie lumière. Donc on a été leurré par des entités qu'on peut appeler les anges déchus, qui se sont coupés de ce qu'on peut appeler la source, qui se sont coupés de l'amour absolu. Pourquoi? Parce que ces entités ont voulu avoir leur propre création, non pas pour que cette création s'exprime dans son originalité, sa beauté, sa créativité, mais pour que la création les vénère, autrement dit, pour vampiriser leur énergie. Donc on voit le lien entre vampirisme, entité sans âme et ange déchu. Ces anges déchus. Excuse-moi, je te coupe, Paul. Est-ce qu'on peut parler d'une structure énergétique? Quand tu parles de la matrice, est-ce qu'on peut parler d'une structure énergétique, mentale, technologique? De quoi on peut parler? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent sur ce principe. C'est un petit peu les trois à la fois. Donc, premier niveau de la matrice, c'est une structure mentale avec les systèmes de croyances, les choses comme ça. Deuxième niveau, c'est une structure énergétique, puisque le but de la matrice est fait pour vampiriser. Troisième niveau, c'est une structure technologique à base de plasma qui a été utilisée par les anges déchus pour justement leurrer les humains et d'autres créatures, parce qu'il y a beaucoup d'autres formes de vie qui ont été leurrées dans la matrice, qui ont été leurrées dans cette espèce de piège qui est à base de plasma. Du reste, il y a des chercheurs qui montrent que notre réalité est plasmatique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le plasma peut être programmé. L'armée américaine travaille du reste sur des plasmas programmables, notamment des imprimantes 3D à base de plasma. Donc le plasma, c'est programmable. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que cette fausse création, cette matrice, c'est une
c'est comment on pourrait appeler ça? Une simulation qui est contrôlée par les anges déchus, qui a été conçue par les anges déchus et qui fonctionne comme une forme d'intelligence. Les démons, c'est des émanations, ce qu'on appelle les archontes, les djinns et les démons, c'est des émanations de cette fausse création euh, qui littéralement la reprogramme de l'intérieur. Comme, euh, c'est un petit peu comme des applications d'un iPhone. Pour schématiser, la fausse création, ça serait un iPhone. Les créateurs de l'iPhone déchus, les applications qui reprogramment l'iPhone de l'intérieur ou le smartphone de l'intérieur, ça serait les entités sans âme. Les électrons, la source d'énergie de cette simulation, de cette construction technologique, c'est l'équivalent des djinns, des démons, certains les appellent reptiliens, gardiens de la matrice. C'est des entités qui, en gros, peuvent reprogrammer la fausse création de l'intérieur, qui fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle, qui sont connectées à une conscience collective. Ce sont des entités qui sont capables de modifier leur apparence et de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. C'est des entités qui sont aussi capables de nous influencer au niveau de la pensée, d'imiter nos pensées. Et c'est des entités qui sont au-delà du temps tel qu'on le connaît, puisque le temps est une construction technologique. Donc elles sont capables de voyager dans le temps. Donc ces entités sont décrites un petit peu partout dans les religions. Les chrétiens parlent des démons, les musulmans parlent des djinns, justement, qui sont capables de modifier leur apparence, de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et aussi d'influencer la pensée. Les gnostiques décrivent les archontes qui manipulent les pensées et qui les décrivent du reste comme des formes d'intelligence artificielle. Les Celtes parlaient du petit peuple, de la gentilhommerie qui, comme les djinns, comme les archontes, étaient capables de modifier leur apparence, étaient connectés à des manipulations du temps et étaient capables de manipuler les pensées. Donc, c'est des mots différents pour décrire les mêmes entités sans âme, qui interagissent avec nous constamment. Par exemple, la plupart de nos pensées ne viennent pas de nous. Et ça, même la neurologie, la neurobiologie commence à se rendre compte que la pensée vient de l'extérieur. Des chercheurs comme Jerry Marzinsky ont montré que 90% de nos pensées ne viennent pas de nous. Alors certaines viennent du subconscient, mais d'autres viennent littéralement d'entités non humaines. Et ça peut être des pensées intrusives carrément mauvaises. Par exemple, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas le faire quand quelqu'un cherche un travail. Mais ça peut être des pensées qui paraissent agréables, mais qui mènent dans des voies de garage. Et ces pensées ne viennent pas de nous, tout simplement parce que le cerveau n'est pas calibré pour, pour traiter une pensée qui va contre notre survie. Et quand on se dit on n'y arrivera pas, ça va forcément contre notre survie. C'est comme si un chat est dans un jardin, si le chat se dit qu'il n'arrivera pas à capturer une souris, le chat ne survivra pas. Et donc, de fil en aiguille, Jerry Marzinsky est arrivé à ces conclusions, mais c'est des conclusions, encore une fois, qui reprennent le travail de personnes comme Wilson Van Dusen, qui reprennent le travail aussi d'Emmanuel Swedenborg au XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc, c'est pas des idées nouvelles. Beaucoup de grands penseurs avaient compris ça. Bien sûr. Ouais. Oui, oui, j'ai le sentiment qu'on retraduit un peu tout ce qui a déjà été dit sur la finalité. On retraduit beaucoup de choses comme ça. Concernant les pensées, j'ai une question parce que c'est vrai que concernant les pensées, on est beaucoup à le voir maintenant que les pensées ne nous appartiennent pas. Les personnes qui prennent conscience et qui font attention, qui prennent le temps de s'observer, de s'écouter, se rendent compte qu'il y a des pensées qui ne viennent pas d'eux. Donc, je te voulais te poser la question. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà constaté te concernant? Est-ce que tu as déjà eu... Ouais. Bien évidemment. Et ça, n'importe qui, c'est 80% des pensées qui ne viennent pas de... Alors, les exemples extrêmes, c'est carrément des voix, mais il y a beaucoup de pensées. C'est des pensées qu'on pense venir de nous, mais qui ne viennent pas de nous. Après, on suit ces pensées et on prend une mauvaise décision. Et ça, il y a énormément d'exemples. Par exemple, c'est cette dame qui avait, et ça c'était une amie de mes parents, donc ça remonte aux années 80, 90, elle avait préparé son voyage de retraite en Floride, donc elle avait payé une partie de la somme, de la location et tout, enfin c'était une somme faramineuse. Du jour au lendemain,
elle a eu comme l'impulsion de tout annuler et de partir en Afrique du Sud. Et ses enfants étaient furieux, ils disaient: «Non, non, mais tu vas perdre de l'argent et tout». «Non, non, je veux partir». Donc à la dernière minute, elle a tout annulé. Elle est partie en Afrique du Sud. En arrivant, quasiment en arrivant, elle a eu un accident de voiture avec la voiture qu'elle avait louée et elle est morte sur le coup. Et pour Mmh. moi, des cas comme ça, c'est des pensées intrusives. C'est comme il y a des cas de personnes qui ont un travail stable, une vie stable et tout, qui décident comme ça de partir, de tout quitter, et puis ils se retrouvent dans des galères pas possibles pendant des années et des années. Ça, c'est d'autres exemples de Mmh. pensées intrusives. Un autre exemple de pensée intrusive, peut-être moins subtil, c'est par exemple Jerry Marzinski qui était en train de travailler dans son jardin, de jardiner, et il voit son chien qui passe et il coupait des cactus avec son sécateur. Il se dit: je vais découper mon chien. Comme ça, il a la pensée de découper son chien. Donc, bien évidemment, il était complètement dégoûté et il a compris que c'était une pensée intrusive. Donc, on en a, on en a absolument tout le temps. Mmh. Et du reste, même les auteurs de bandes dessinées comme Hergé, qui montrent le capitaine Haddock et Milou avec des anges et des démons, ils étaient initiés dans des sociétés secrètes, pas du tout positives du reste, mais ils montraient ce qu'ils avaient appris là-dedans dans leur bouquin. Donc la pensée intrusive, c'est vraiment partout, même dans le folklore arabo-musulman qui n'est pas un folklore, il y a le Coran carrément qui dit qu'on a tous un ange et un démon à l'intérieur de nous. Donc Mmh. c'est le concept des pensées intrusives qui avait été compris. Et du reste, il y a des médiums qui voient les entités responsables des pensées intrusives. Ces entités ont une apparence de crapaud, comme de batracien, une apparence reptilienne et aussi une apparence de poulpe. Or, Mmh. en HRE, le poulpe interfère justement avec les pensées. Les entités aussi de type crabe, elles sont fixées Sur dans, la nuque. dans le dos, sur la nuque, et elles interfèrent aussi avec les pensées. Et c'est les descriptions du prédateur qui a mis en place la prédation et les pensées intrusives à la fin de la Tartaria. Et ça, c'est dans le folklore amérindien. C'est Mmh. pour ça que les Nazca dessinaient des araignées au sol et tout. Donc, on voit bien que tout se rejoint quelque part. Bien sûr, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens de concordance et qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent, en fait, quand on écoute, une philosophie à une autre ou une tradition à une autre, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de points, et c'est ce qui fait qu'on s'interroge autant. Et il y a une chose qui me vient là par rapport aux pensées, de ce que moi j'avais pu constater, c'est que sur certaines pensées, à certains moments, il y a des déclencheurs. C'est comme s'il y avait des événements ou des mots, des fois des mots, qui vont venir déclencher la pensée. Ça te parle ça ou pas, toi? Ça, Ces ça me parle, déclencheurs? ça me parle absolument. Et justement, on peut en venir au contrôle mental parce que, Eh ouais, parce c'est que, ce que je voulais parce que justement, dimanche 21, pour ceux qui sont sur Paris, je fais une visite guidée conférence sur le contrôle mental de 13h à 18h. Donc on voit que c'est encore une synchronicité. Et le lieu de rendez-vous, je le dis comme ça ici, c'est devant le musée de l'illusion, rue Saint-Denis, dans le premier arrondissement, à 13h, le dimanche 21 septembre, métro Châtelet. Donc, comme si vous voulez venir, ben, venez nombreux. Mais c'est vraiment une synchronicité parce que pour beaucoup de personnes, le contrôle mental, c'est des programmes de type MK, des programmes comme ça de dissociation et tout. Et il y a de ça. Il y a aussi l'utilisation d'ondes, de drogue Mmh. et tout ça, mais il y a toute une composante magie noire. Et dans la magie noire, qu'est-ce qu'il y a? C'est des entités qui sont invoquées, qui vont se fixer sur un altère, prendre le contrôle de l'altère. Donc, Mmh. il y a des entités aussi qui nous contrôlent mentalement de manière légère et qui sont comme endormis et sans passer par des MK ultra et tout, et qui peuvent être réveillés par certains stimuli. Pourquoi ces Mmh. entités sont là? Parce qu'en fait, on a tous des micro-traumatismes. Donc le MK, c'est des gros traumatismes, c'est connecté au réseau satanique et tout. Donc ça, j'y reviens pas dessus ici, mais on a tous dans notre quotidien des micro-traumatismes. Ça peut être par exemple quelqu'un qui dit un mot qui nous plaît pas ou qu'on interprète mal et tout, des petites choses qu'on a dans le quotidien. Ça crée une micro-dissociation et dans certains cas, des entités vont profiter de se mettre dans la micro-dissociation et vont se mettre comme des parasites dedans. Donc ensuite, la personne continue sa vie et tout, mais elle garde une espèce de rancœur par rapport à ce que la personne a dit. Des mois ou des années plus tard, quelqu'un va dire une parole qui va activer cette micro-dissociation et ça va activer l'entité, ça va activer la pensée intrusive et déclencher la pensée intrusive. Et du reste,
on rentre ensuite dans le phénomène du love bite, de ces entités qui sont là, qui tournent autour et qui, par les pensées intrusives, provoquent des disputes dans les couples, mais aussi dans les entreprises, dans les groupes d'amis et tout, parce qu'elles cherchent à provoquer le chaos, parce qu'elles se nourrissent de notre louche, de notre énergie psychique et aussi de nos fragments d'âme, littéralement. On est des fils énergétiques pour ces entités. C'est sûr, malheureusement. J'avais une autre question. Tu parles souvent d'êtres sans âme. Et moi, je me posais la question, quand tu parles de ces êtres-là, est-ce que tu parles d'êtres qui sont éthérés ou est-ce que tu parles d'êtres qui sont physiques? Est-ce que pour toi, un être humain peut se retrouver sans âme? Il y a des êtres humains qui peuvent absolument se retrouver sans âme. Et justement, tout est fait pour vampiriser des morceaux, déjà du louche et des morceaux d'âme. Donc, si une personne ne fait pas un travail sur elle de vie en vie, parce que de vie simultanée en vie simultanée, s'il n'y a pas une prise de conscience, il y a littéralement du louche et ensuite des fragments d'âme qui sont enlevés par ces entités. Et même dans l'entre-deux-vie, par exemple, on avait fait une enquête ensemble, du reste, Nag, où tu parlais de cette fragmentation d'âme, où aussi tu avais absolument constaté cette espèce de vampirisme émotionnel, ce vampirisme de louche. Donc ça, d'incarnation en incarnation, s'il n'y a pas une prise de conscience de ça, s'il n'y a pas un travail sur soi, on finit par presque se retrouver sans âme. Je ne dis pas complètement, forcément sans âme, mais avec une très très faible âme, une très faible connexion divine. Donc là, tout à fait. Et même dans le quotidien, à l'heure actuelle, on est dans une période de reset qui est connectée du reste à la mise en place des interunivers. Et quand on voit le cirque de l'actualité, le cirque de la politique, il y a toute une numérologie, tout un symbolisme derrière, des mots qui sont prononcés pour vraiment déclencher certaines choses, pour vampiriser le louche, vampiriser les énergies des personnes qui regardent ça et qui n'ont pas conscience que c'est un cirque, un programme mis en place par les entités sans âme, parce que les discours du cirque de la politique sont scriptés, il y a des prompteurs et tout. Quand on creuse encore un petit peu plus, on se rend compte que les acteurs du cirque de la politique sont programmés pour jouer ce rôle. Donc, par exemple, le canard est programmé pour jouer ce rôle. Le parfum, c'est pareil. Le biscuit, c'est exactement pareil. C'est des gens qui sont programmés pour jouer ce rôle. Il y a toute une programmation prédictive. Ils sont insérés dans cette matrice. Donc, c'est un programme. Et le but de ce programme, où il y a toute une numérologie, des mots qui sont prononcés en langage des oiseaux, en paroles inversées qui ont une autre signification, ça impacte sur le subconscient. Et en fait, quand il y a des discours politiques, des événements du cirque de l'actualité, c'est des rituels pour vampiriser le louche, pour prendre des fragments d'âme. Donc si la personne est consciente, elle peut se détacher de ça, d'où l'importance de l'information, de la prise de conscience. Mais si la personne n'est pas consciente de ça, elle s'implique dedans, elle est prise par ça, et il y a déjà ces émotions qui sont prises, et ça peut aller très loin jusqu'à prendre des fragments d'âme. Donc, il y a cette prédation d'âme qui se fait comme ça. Ensuite, il y a aussi les entités qui tournent autour, qui prennent des fragments d'âme, qui prennent du louche. Donc, il y a des gens qui se retrouvent presque sans âme, on va dire. Ça devient des quasi-personnages non joueurs. Après, il y a un autre cas de figure, il y a des inserts holographiques, des personnes qui sont insérées dans la matrice par les entités sans âme, qui sont programmées dans la matrice et qui ont comme but ou de détruire, c'est les psychopathes et tout. Et dans certains cas, il y a des personnes qui commencent à arriver à un point, un psychopathe est programmé par les entités pour détruire la personne. Mais parfois, c'est des PNJ, des personnes qui sont programmées dans la réalité pour empêcher une personne de s'éveiller spirituellement, pour empêcher une personne même de s'accomplir et tout. Donc, il y a des personnes qui sont insérées dans la matrice. Et comme c'est une simulation, une personne qui est insérée, il y a toute une vie qui lui est programmée, la personne est insérée dans le scénario et personne ne s'en rend même compte. Ça peut paraître complètement fou, mais personne ne s'en rend compte. C'est un petit peu comme dans un jeu de SimCity, quand un personnage est inséré, il est inclus dedans. Donc, très peu de gens s'en rendent compte. Par contre, il peut y avoir des effets Mandela. Ah, cette personne, je m'en rappelle pas du tout et tout. Mais il y a des personnes qui sont des PNJ qui sont là pour empêcher les personnes, littéralement,
de s'accomplir et qui sont aussi là pour renforcer le système. Donc, c'est même pas des gens méchants, c'est des gens, dès qu'on commence à leur parler de recherche de vérité, par exemple, ils commencent à s'énerver et tout, ils disent non, non, c'est pas ça et tout, il n'y a pas de débat possible. Et ils sont là pour renforcer le système. Après, c'est pas rejeter ces gens, c'est juste leur parler de la pluie et du beau temps. Pour les psychopathes, c'est vraiment même pas les confronter, c'est les fuir littéralement parce ils se nourrissent de tout. Donc si on se met en colère, ils prennent l'énergie de colère. Si on leur donne de l'amour, ils utilisent ça contre nous, donc c'est vraiment les fuir. Mais pour les PNJ, c'est différent. C'est juste leur parler de la pluie et du beau temps, et puis ne pas aller plus loin. Donc oui, il y a des PNJ, il y a des inserts holographiques dans la matrice. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a aussi des événements qui sont insérés dans la matrice, ce qui explique l'effet Mandela. Et il y a par exemple, il y a une personne qu'on connaît, que tu connais aussi, que je connais aussi, qui est dans la recherche de vérité, qui ne se rappelle pas de la première présidence du canard. Donc c'est comme si cette présidence a été insérée dans la matrice, dans la timeline, par les entités non humaines. Et ça explique l'effet Mandela. Et c'est pareil, même pour la présidence Mandela, par exemple, beaucoup de personnes ne s'en rappellent pas. Hier, à la visite guidée, j'étais avec une dame qui a un certain âge, donc qui a vécu tout ça. Elle ne se rappelle absolument pas de la présidence Mandela. Et elle l'a apprise du reste. Elle a appris dans les fin des années 90, quand il était encore président, qu'il était président. Voilà, elle était même pas, elle savait même pas qu'il était encore vivant. Pourtant, tout le monde en parlait et tout. Donc, on voit bien qu'il y a des événements qui sont insérés dans la réalité et certaines personnes se rappellent de l'ancienne réalité. Donc, il y a des inserts holographiques. Ouais, tu sais à quoi je pense, Paul, excuse-moi. Là, dernièrement, j'y ai pensé et j'ai eu un élément où je me suis dit, la mémoire, c'est la base de tout. Et en fait, on se rend compte on n'est pas tous constitués de la même mémoire. Donc, on vit tous sur le même plan. Et en fait, on n'a pas tous la même mémoire. C'est comme s'il y avait des éléments qui venaient à disparaître ou des éléments qui n'existaient pas et qui viennent à apparaître. Et je me dis qu'une des manipulations, elle se joue, alors tu parlais du temps, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tout le principe mémoriel aussi est impacté par ces entités. Absolument. Les entités effacent les mémoires. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur la Tartaria et c'est clair que beaucoup de gens parlent de reset, cataclysme et tout. Je veux bien, mais je pense que c'est au-delà de ça. Je pense que la timeline a été changée du jour au lendemain, que les mémoires et la timeline ont été complètement effacées, qu'ensuite des scénarios de cataclysme ont été programmés dans la matrice, qui expliquent des vestiges de coulées de boue, ce qui explique même les incendies, comme l'incendie de Chicago les deux incendies de Chicago dans les années 1870 et tout ça. Mais globalement, le passé a été reprogrammé et les mémoires ont été effacées et reprogrammées. Et pourquoi au 19e siècle, il y avait tant d'asiles et tout ça, qui étaient dans des bâtiments extrêmement grands. Du reste, même en Angleterre, par exemple, dans les livres de Dickens, ça parle des asiles de fous. Il y a même des blagues sur les asiles encore dans la langue anglaise aujourd'hui, parce que c'était des grands bâtiments. Ça s'appelle To Retire to Bedlam. Tout ça, c'est du nom de ces grands bâtiments. Pourquoi il y avait ces asiles? Parce qu'il y avait des personnes dont la mémoire n'avait pas été effacée et qui avaient encore des souvenirs de l'ancienne timeline. Donc forcément, ces gens-là étaient reprogrammés par des techniques de programmation mentale et tout. Donc oui, la mémoire est en train d'être modifiée. Et là, avec les IA, les deepfakes, des techniques aussi où des personnes peuvent voir des émissions de télévision différentes d'actualité. Par exemple, il y avait, et ça date il y a très longtemps, il y avait Joseph Farrell, donc un grand chercheur américain. En 2003 ou 2004, il était en train de regarder un débat sur une émission, un talk show sur une télévision américaine de grande écoute. Et là, pendant le talk show, il y a Michael Douglas, donc l'acteur qui est invité, et qui dit mon père vient de mourir, et qui rendait un hommage vibrant à son père en 2003. Donc, Joseph Farrell pense que Kirk Douglas, donc le père de Michael Douglas, est décédé. Bon, il était relativement triste parce qu'il aimait bien cet acteur. Et ça dure comme ça pendant des années. Et un jour, il se rend compte que Kirk Douglas est bien vivant.
donc 5 ou 6 ans plus tard, il se rend compte que Kirk Douglas est bien vivant. Donc, il ne se pose pas trop de questions. Il ne se pose pas plus de questions. Il a dit bon, j'ai peut-être mal compris l'émission et tout, j'étais peut-être fatigué et tout. Sauf que à une soirée, il parle à une dame et la dame lui dit avoir vu cette même émission où Michael Douglas rendait hommage à son père. Il cherche à nous rendre fous, moi j'ai. Oui, et C'est de pourtant, la dissonance. Hein. oui, c'est complètement fou. Et Farrell ensuite a fait des recherches et cette émission n'existait pas. Pourtant, lui, il l'a vu, une autre personne l'a vu. C'est comme il y a une émission à la télévision canadienne où un biologiste montrait une photographie de ptérodactyle qui avait été prise donc dans les années 1800 et quelques aux États-Unis. C'est parce qu'il y a plusieurs photographies authentiques. Là, c'est une autre. Et c'est un biologiste, Ivan Sanderson, qui montrait ça, qui présentait ça. Beaucoup de personnes ont vu cette émission. Pourtant, la chaîne de télévision n'a aucune trace de cette émission. Des personnes qui suivaient cette émission, qui étaient connues dans les années 60-70, ne se rappellent pas d'avoir vu cette émission, mais d'autres personnes s'en rappellent. Donc on voit qu'ils ont des technologies pour montrer plusieurs émissions en même temps pour nous faire créer des réalités alternatives. Après, il y a aussi des reprogrammations physiques de réalité, puisqu'il y a des personnes ciblées qui se rappellent littéralement que leur timeline est changée, que leur timeline est modifiée. Donc ça joue sur la mémoire, ça joue sur les deux. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas répondu à ta question à propos de ces entités. Est-ce qu'elles sont physiques ou éthériques? Pour moi, elles sont physiques, dans le sens où elles peuvent interagir physiquement avec nous, les abductions, les disparitions et tout. Mais leur physique est différente de la nôtre, puisqu'elles viennent d'une dimension parallèle que j'appelle les interunivers. Mais elles peuvent aussi agir au niveau éthérique et au niveau astral par les abductions en astral et en manipulant le corps astral lors d'abductions physiques. Et elles peuvent agir aussi au niveau mental par les pensées intrusives. Et elles peuvent bidouiller. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'elles peuvent aussi bidouiller avec notre mémoire. Tu penses bien, Nec, que si elles ont accès à nos pensées, elles ont aussi accès à notre mémoire. Donc, même les entités. Donc, elles peuvent bidouiller avec notre mémoire en permanence, pas seulement lors d'abduction. C'est pour ça que c'est hyper important d'être vraiment centré parce que la mémoire, elle les efface, elle joue avec aussi. Oui, ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. De toute façon, ces accès-là, du moment où elles ont la possibilité, du moment où elles interagissent dans un champ énergétique d'un être humain, l'être humain, il sera systématiquement impacté, soit par les égrégores, soit par les archétypes, soit par la conscience collective, soit par ces changements de timeline, soit tout ça, il y aura un impact. Et il y a une chose aussi qui me vient. On sait qu'on est dans un monde où l'inversion, c'est la base de tout, mais j'y ai réfléchi quand même. Je me suis dit, mais ils veulent nous rendre dingues, en fait, et du coup, je me dis, ouais, il y a ce principe de dissonance, tu sais. Et au niveau de la psyché, la dissonance, ça a un impact sur l'humain. Mais est-ce que c'est moi qui deviens fou? Est-ce que je me souviens vraiment? Et ça te crée ce doute sur la finalité. Aujourd'hui, il y a des personnes comme nous. Aujourd'hui, malgré que c'est critiqué, Internet et toutes les technologies, mais toutes ces technologies, elles ont un double tranchant. C'est-à-dire qu'à la fois, elles peuvent apporter des informations qu'il faut éviter d'écouter, et elles peuvent apporter des informations qui permettent de réfléchir ou de se questionner. Et on se retrouve, je pense que c'est pour ça que tu as autant d'auditeurs, toi, et parce que tu dis haut et fort que tu t'interroges sur ces changements-là et toutes ces choses-là, et les gens se reconnaissent dans tout ça, se disent mais oui, mais c'est vrai, pourquoi? Donc bon, je trouve ça génial. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Alors, je voudrais te poser une question parce qu'à un moment, tu as parlé de Tartaria et tu as parlé du reset, etc. Et je sais que donc moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, le reset, je le vois vraiment comme un changement de ligne de temps, hein, c'est-à-dire qu'on repart à zéro et on recommence. Donc ça, c'est quelque chose qui savent faire très bien. Donc, et la question que je me posais, c'est que j'avais souvent entendu parler, moi, Tartaria comme monde souterrain. Donc là, on n'est plus sur le principe d'un monde souterrain, on est sur le principe de quelque chose de totalement différent. Tu es d'accord avec ce que je dis ou c'est moi qui... Comment Vas-y. Tartaria, en tout cas, c'est une civilisation globale qui a existé. Alors tu vas voir que, comme quoi c'est vraiment les deux paramètres sont là. C'est une civilisation globale qui a existé à la surface, donc il y a des vestiges de la Tartaria un petit peu partout. Par exemple, les pyramides d'Égypte, les pyramides de Chine aussi. En Chine, il y a des énormes pyramides de plusieurs centaines de mètres de haut. Les pyramides aussi en Bosnie-Herzégovine et au-dessus de Nice, il y en a même une dans les Hautes-Alpes, il y a des pyramides un petit peu partout. Donc ça, c'est des vestiges de cette civilisation globale. Il y a
Il y a aussi les immeubles haussmanniens qu'on retrouve à Paris, mais qu'on retrouve aussi en Argentine, qu'on retrouve aussi même en Australie, qu'on retrouve même au Canada, un petit peu partout. Et c'est pas au Canada quelques trappeurs, en Argentine quelques prêtres, ou en Australie quelques bagnards qui ont construit ça. C'est des choses qui ont été héritées. Même par exemple le Paris haussmannien, quand on regarde la construction, c'est impossible que ça soit fait en aussi peu de temps. Il y avait trop de débris pour que ça puisse se faire. Les débris, ça aurait mis des décennies et des décennies pour nettoyer tout ça. Il y a très très peu de photos, il y en a, mais très peu. Et les photos peuvent être bidouillées, même reprogrammées. Donc il y a la Tartaria en tant que civilisation globale. Mais il y a aussi une connexion avec le monde souterrain. Pourquoi? Ah, Parce pourquoi? que parce qu'il y a des galeries souterraines un petit peu partout. Par exemple, en 1974, il y a une expédition qui a été menée près de New York, donc dans l'État de New York, pour explorer des systèmes de cavernes. Ces gens-là sont tombés sur des grottes absolument énormes, avec des espèces d'usines, des génératrices, avec des robots qui cultivaient la terre et tout, et des espèces de villes perdues. Donc, ils ont même écrit un journal de bord et tout. Après, ils n'ont pas pu avancer plus loin parce qu'il y avait des barrières électromagnétiques. Donc, il y a un livre qui a été écrit par David H. Lewis. De même, la base de Dulce, qui est très connue et qui, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, existe bel et bien. Pourquoi? Parce que j'ai un Voilà. témoignage de première main de quelqu'un dont le mari a travaillé à Dulce. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Et il y a toute une envie de casser ça. Non, c'est une réalité. Et selon les personnes qui ont travaillé à Dulce, selon aussi des témoignages comme Thomas Castello, il y a tout un réseau de galeries souterraines. Et les Amérindiens disaient que la base, disent encore du reste que la base a été construite sur des galeries préexistantes de peuples très, très anciens. Donc, il y a un petit peu ces galeries souterraines un petit peu partout, même au Tibet. Il y a par exemple des rumeurs de galeries souterraines. Du reste, même Blavatsky qui était manipulé par les entités. Parle... Blavatsky. Alors, je voulais juste te poser une question avant que tu relances tout ce que tu viens de dire. Au vu de ma question et au vu de la réponse que tu m'as donnée juste avant, est-ce qu'on peut parler d'un reset de civilisation en fait? Si toutes ces architectures, tous ces monuments existent encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un reset d'être humain en fait sur la finalité? Il y a eu un changement d'être humain. Je ne sais pas s'il y a eu un changement. Il y a eu des modifications génétiques, ça c'est certain, mais est-ce qu'il y a eu un changement d'être humain? C'est une possibilité, puisque modification génétique, c'est des changements d'être humain. En tout cas, il y a eu un changement total. Il y a eu un changement total du temps, donc le passage du temps a été modifié, une diminution de l'espérance de vie, il y a eu l'arrivée de conflits. Attends, juste 3 secondes. On peut dire qu'on est toujours sur le même plan terrestre. Concernant ce principe de Tartarie, on peut dire qu'on est toujours sur le même plan terrestre et que du coup, il y a eu un changement temporel et un changement de civilisation. Exactement. Je dis ça comme ça parce que ça expliquerait le fait qu'on arrive encore aujourd'hui à observer toutes ces architectures, c'est-à-dire qu'elles ont existé sur ce plan terrestre-là, mais pas sur cette temporalité. C'est deux choses différentes. Exactement, on est complètement d'accord. Ça faisait partie de cette réalité, mais la réalité a été reprogrammée et il reste encore des vestiges de l'ancienne réalité. Ça, c'est après pour le consentement, c'est pour des questions de consentement, pour nous faire aussi tourner autour du pot, spéculer et tout, parce qu'elles adorent nous faire spéculer, mais c'était dans ce plan. Mais comme tu dis, la temporalité, la timeline, c'est la timeline qui a été changée en fait. Et il reste des vestiges de l'ancienne timeline. Donc, pour en venir à la connexion Tartarie et monde souterrain, Blavatsky, qui était manipulé par les entités, est manipulé justement par, ce qu'on peut dire, la civilisation parallèle qui est connectée aux vestiges de la Tartaria. Elle décrit dans un livre qui a été publié assez récemment, du reste, elle décrit ses expériences dans une espèce de cité, dans une cité souterraine et tout. Donc, même là, on voit qu'il y a une connexion entre la Tartaria et les mondes souterrains. Après, il y a eu aussi des coulées de boue qui ont pu être programmées et tout, mais il y avait un monde souterrain connecté à la Tartaria. Et du reste, il y a même des personnes en Sibérie qui ont découvert dans les années 30 ou 40 des grottes avec des villes qui étaient encore habitées par des Tartariens. Même le témoignage d'Olaf Jansen, par exemple, ça parle de géants qui étaient connectés à la Tartaria. Et il décrit des
constructions comme il y avait dans la Tartaria, des airship, des bateaux, un petit peu comme Jules Verne qui décrivait certaines constructions de la Tartaria. Donc absolument, il y a une connexion entre la Tartaria et les mondes souterrains. C'est une certitude absolue. Ok. Alors, je voudrais te poser une autre question avant qu'on clôture notre interview. Pas non plus rester 2-3 heures, parce qu'on pourrait rester 2-3 heures. Hein. Ah, bah, moi, il y a des heures de matériel sur ça. C'est tellement vaste. C'est très enrichissant. Alors, quelle est ta lecture du phénomène OVNI? Par rapport à tout ce qu'on a pu voir, quelle est ta lecture par rapport à ce phénomène? Bah, c'est un phénomène donc, qui me passionne depuis l'enfance, depuis que j'ai 7 ans. Donc, moi, j'ai une lecture qui est à plusieurs niveaux. Donc, très clairement, il y a des ovnis qui sont issus d'entités non humaines, ça c'est clair. Pour diverses raisons, on ne peut pas parler d'extraterrestres à cause de la nature même de notre réalité, mais d'entités extradimensionnelles. Donc, il y a des ovnis qui sont des vaisseaux de voyage entre les dimensions, qui fonctionnent du reste avec ce qu'on peut appeler des énergies libres. Certaines énergies libres sont connectées aux énergies libres, comme on a tendance à dire, qui est dans l'atmosphère. D'autres énergies libres sont connectées au louche, à l'âme qui est convertie en électricité. Parce que pour moi, la civilisation des contrôleurs, entre guillemets, si on peut parler de civilisation, elle est basée sur le vampirisme, sur le prélèvement de louche qui est ensuite converti en énergie. Donc très clairement, il y a des ovnis qui sont des vaisseaux interdimensionnels connectés du reste à certains djinns, à certains démons, à certains archontes. D'autres sont aussi connectés à d'autres civilisations qui ne sont pas forcément négatives, mais qui sont prises dans cette matrice, dans cette fausse création, puisque quand il y a technologie, c'est une des marques de la fausse création. Donc il y a ça. Il y a aussi des ovnis qui sont des formes de vie dans l'atmosphère. Alors ça, c'est très intéressant parce que en 2008, 2007 ou 2008, j'avais fait des observations d'ovnis à proximité de Aravilliers. Donc, j'étais parti avec des amis observer des ovnis à proximité d'Aravilliers. Pourquoi Aravilliers? Parce que c'est un lieu où il y a eu un phénomène d'abduction fin des années 90. Et ces gens-là habitaient pas très loin, donc ils m'avaient invité pour faire des observations avec eux. Donc, c'était en fait un couple et leur fils aîné. Donc, eux, ils avaient vraiment tout préparé pour les observations et tout. Et le monsieur avait des jumelles infrarouges. Donc, je ne sais pas où il s'était procuré ça et tout, mais des bonnes jumelles infrarouges. Et donc, on observait un petit peu le ciel et tout. On n'a absolument rien vu. Juste avant de terminer l'observation, je regarde le ciel avec les jumelles infrarouges, rien que pour utiliser l'instrument. C'était vraiment fascinant. Et là, je vois comme un globe de lumière qui bouge comme ça. J'enlève les jumelles infrarouges, je ne le vois pas. Donc je me dis, c'est un ovni qui est invisible. Donc, quelques années plus tard, je tombe sur tout ce qui est les orbes et tout, et ça ressemblait vaguement à des orbes, mais beaucoup plus gros. Ensuite, je tombe sur le travail de Trevor James Constable, qui était un chercheur néo-zélandais qui décrivait des formes de vie dans l'atmosphère. Des formes de vie qui se baladent dans l'atmosphère, qui sont douées d'une intelligence et qui sont des formes de vie intelligentes et qui peuvent être lumineuses, mais qui apparaissent ou en infrarouge ou en ultraviolet. Et ces formes de vie atmosphériques sont à base de plasma. Or, certains djinns sont décrits exactement comme des entités à base de plasma. Au niveau de la vallée d'Esdalen en Norvège, par exemple, il y a des scientifiques qui ont constaté ce genre de phénomène et qui communiquent avec par des rayonnements laser et tout. Esdalen en Norvège, c'est scientifiquement constaté. Donc, il y a des ovnis qui sont des formes de vie atmosphériques. D'autres ovnis aussi sont bien terrestres, dans le sens où il y a une collaboration entre sociétés secrètes, complexes militaro-industriels et ces entités sans âme. Et toute cette collaboration. Juste 3 secondes, je suis désolée, Paul. Oh, en fait, ce qui me vient quand tu me parles de ces espèces biologiques qui sont invisibles à l'œil nu sur la finalité, parce que du coup, l'être humain a tendance à penser qu'il peut tout voir avec ses yeux, mais sur la finalité, on ne voit pas grand-chose avec nos yeux.
Eh bien, non, mais je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais en soi, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je veux dire. Mais en fait, il ne faudrait pas appeler ça ovni parce que du coup, ovni, ça va dans le sens de objet. Et là, on n'est pas sur des objets. On est plutôt sur un principe organique, quoi, quelque chose de vivant. Des formes de vie inconnues, des animaux inconnus, ça serait dans le domaine plus de la cryptozoologie, enfin des entités inconnues. C'est plus le domaine de la cryptozoologie parce que c'est pas des animaux, elles sont intelligentes. Ouais, inconnu parce que non visible à l'œil nu. Parce que je pense qu'il y a plusieurs cas de figure concernant tout ce que l'on peut observer, parce qu'on sait très bien, toi et moi, qu'on a une perception qui est limitée. Et qu'autour de nous, c'est comme les étoiles, le jour, on ne les voit pas, mais on sait qu'elles sont présentes. Tu vois. Donc, il y a des choses qui gravitent autour de nous qu'on ne voit pas avec nos yeux d'humain et que certains peuvent voir, parce que certains ont développé des perceptions beaucoup plus... Beaucoup de médiums, en fait, qui pensent voir des fantômes, certains voient des fantômes, mais d'autres voient tout simplement des entités dans des niveaux vibratoires différents, d'autres perçoivent aussi le temps puisque tout est simultané, d'autres aussi, c'est des entités sans âme. Donc il y a des entités, il y a des entités qui sont absolument partout, différentes formes de vie et tout. C'est voilà, c'est rempli, ça c'est évident. Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que j'ai toujours, en fait, sur la finalité, ces capacités de voir ce genre de choses. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Et j'en reviens, tu sais, par rapport à tes perceptions, je me rappelle qu'une fois, j'avais une amie qui m'a dit est-ce que dans la forêt, tu vois plein de... Moi, j'aime bien les randonnées. Puis elle m'a dit est-ce que tu as déjà fait attention, lorsque tu marchais, est-ce que tu voyais plein de petites... comme des petites étoiles qui brillent? Et puis je lui dis bah non, en fait, j'ai jamais porté attention à ça. Et du moment où j'ai porté attention, c'est vrai que je les voyais. Et qu'il y en avait un peu de partout, autour des arbres et tout ça. Je me disais ah oui, c'est vrai que c'est intéressant de constater que si on ne regarde pas, alors avec l'intérieur de soi, bien sûr, pas avec nos yeux d'humain, mais quand on regarde avec nos yeux par l'intérieur, on arrive à percevoir ou à observer certaines choses qu'on ne verrait pas seulement avec nos propres yeux. Bon, ce qu'ils appellent médium, mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec ce mot-là parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire ce mot-là. Mais ce n'est pas le sujet de notre enquête, mais ce mot-là, je ne comprends pas. Un coup, on me dit que médium, ça veut dire qu'il parle aux fantômes, et des fois, on me dit que c'est des gens qui ont des capacités extrasensorielles. Oui, pour moi, c'est tout simplement des gens qui perçoivent un petit peu plus. Nous, on perçoit comme ça, un médium perçoit comme ça. Ouais, ok. C'est aussi bête et simple que ça, en tout cas pour moi. Ouais, ok, ça me va alors, dans ce terme-là. Mais c'est vrai que les mots sont tellement galvaudés que du coup, des fois, on n'arrive plus à se comprendre. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut gêner l'information, pour le coup, à cause des mots. Les mots, c'est fait pour... avant, on parlait par télépathie, par concept. Quand le langage est apparu, ça bloque complètement le langage et il est en train d'être simplifié. Donc, tous ces machins pour les textos et tout, c'est pour qu'on se comprenne plus. Ça crée des conflits et le langage aussi. Il y a des mots qui sont chargés, qui ont une signification en pensée, en parole inversée et tout, et qui agissent sur le subconscient. Regarde par exemple dans le cirque de la politique, le mot cornu, par exemple, je n'en dis pas plus, est utilisé énormément depuis quelques jours. Voilà, imagine un peu l'impact sur le subconscient des gens qui écoutent cette pièce et qui ne savent pas que c'est une pièce. Oui, c'est exactement. Et tu vois, j'en reviens sur mon principe de dissonance. Et je sais qu'il y a des mots, il y a 50 ans, 100 ans en arrière, ils avaient une signification. Si tu prenais le dictionnaire ou que tu lisais la signification, ce même mot n'a pas changé d'une virgule. Aujourd'hui, il veut dire carrément autre chose, limite l'opposé. Oui, oui. J'ai vraiment ce sentiment de dissonance, de créer de la dissonance, en fait, de déformer les choses. Et du coup, chez nous, les êtres humains, ça crée du paradoxe. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'êtres humains qui sont remplis de paradoxes et qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont ce paradoxe. Oui, le langage est en train d'être complètement changé. Ouais. Et c'est dans toutes les langues, hein, parce que nous, on est un milieu avec Léna, donc on est de pays différents. Moi, franco-anglais, Léna d'origine portugaise, et c'est pareil en portugais et en anglais, je confirme. Tout est en train d'être modifié, inverser la signification des mots, et c'est voulu, hein, pour que même on ne se comprenne pas entre différentes générations et tout. Donc, voilà, ça me... c'est stratégique. Ça reste dans le cadre de la stratégie. Je t'ai coupé dans ton élan, on était en train de parler sur les objets volants non identifiés, et je souhaitais savoir un petit peu ta perception. C'est même pas ovni que je dirais, c'est les objets non humains et les objets du complexe militaro-industriel de la civilisation parallèle, parce qu'il y a des ovnis qui viennent de la civilisation parallèle, dans le sens où déjà ces technologies étaient maîtrisées par la Tartaria. Tout laisse à penser qu'à l'époque de la Tartaria, il y avait des énergies libres. Donc il y avait ce qu'on peut appeler des ovnis,
des engins pour voyager dans le temps, les dimensions, d'autres niveaux vibratoires. Après, quand le prédateur est arrivé, qui a provoqué la chute de la Tartaria, donc j'ai pas trop le temps d'élaborer ici, mais il y a un prédateur qui est arrivé, qui a provoqué des conflits. On retrouve ça dans le folklore amérindien, chez les Indiens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. On retrouve ça aussi quelque part dans la Bible avec le serpent, on le retrouve avec les gnostiques aussi, cette notion de prédateur un peu partout. Le démiurge, on retrouve ça partout. Donc quand ces prédateurs sont arrivés, les prédateurs ont modifié en gros notre subconscient et ça a créé des conflits par les pensées intrusives. Les gens ont demandé des faux sauveurs externes. Les faux sauveurs externes, ça a été ensuite les familles royales de l'Antiquité, qui sont encore les grandes familles régnantes à l'heure actuelle, et tout. Et ces familles sont génétiquement différentes de nous. Pour cacher la connaissance, et elles ont mis en place un système de sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes sont nées à la Tartaria, et il y a toujours dans les sociétés secrètes une face exotérique, donc qui est la partie connue de la société secrète, tout le monde pas, et la face ésotérique, où le vrai pouvoir est détenu, où le vrai savoir est détenu, et c'est pas pour notre bien. Par exemple, pour une société secrète très connue, la face exotérique, c'est des prêtres en soutane. La face ésotérique, c'est des hommes et des femmes de toute religion qui pratiquent le satanisme et qui font des manipulations génétiques, qui ont des technologies extrêmement avancées et qui manipulent la réalité. Donc, la face ésotérique de ces sociétés secrètes était en collaboration depuis la Tartaria avec des entités non humaines. Et en plus, elles ont caché toutes ces technologies. Ensuite, tout ça continue à nous manipuler par le biais justement de bases souterraines. Le complexe militaro-industriel qui est issu de ces sociétés secrètes, c'est pareil, la face ésotérique, par ses contacts avec des entités non humaines, par des accords avec des entités non humaines, a fini par développer ces technologies et fusionner avec toute cette société parallèle. Et c'est très clair que ces sociétés parallèles utilisent des ovnis, utilisent le voyage dimensionnel, le voyage dans le temps. Et c'est ce qui explique le programme spatial secret, le programme dimensionnel secret. Parce que beaucoup de gens pensent que le programme spatial secret, le programme dimensionnel secret, c'est connecté à des entités non humaines et c'est elles qui tirent les ficelles. Mais il y a aussi toute l'implication du complexe militaro-industriel. Il y a toutes des technologies qui ont été développées sur Terre par des accords entre les sociétés secrètes, la face ésotérique des sociétés secrètes, la face ésotérique du CMI et les entités non humaines. Donc, il y a des ovnis qui sont développés dans des bases souterraines, qui peuvent voyager dans le temps, qui peuvent voyager dans les dimensions. Après, certains ovnis sont des vortex qui peuvent apparaître, aussi des vortex naturels qui peuvent se former, ce qui explique certaines disparitions d'avions, même des disparitions de personnes, et les vortex prennent un aspect brillant. Donc, s'ils apparaissent dans le ciel, ça peut être interprété comme un vaisseau. Après, il y a aussi les hologrammes, et ça, on rentre dans le cadre du projet Bluebeam, on rentre aussi dans le cadre de la mise en place d'une perception d'invasion extraterrestre imminente et tout, donc c'est vraiment multifactoriel. C'est des phénomènes non humains, des phénomènes connectés au CMI, des phénomènes de vortex, des phénomènes d'hologrammes, mais c'est une réalité absolue, même derrière aussi beaucoup d'apparitions religieuses, il y a ce qu'on peut appeler des ovnis. Par exemple, il y a le contre-amiral Gilles Pinon qui a écrit un livre sur Fatima, qui a montré que la danse du soleil s'est connectée à des apparitions d'ovnis, et qui a montré que l'entité vue à Fatima, c'est une entité sans âme. Enfin, il n'a pas dit entité sans âme, mais c'est moi qui rajoute. Il a démontré que c'était une entité qui a pris l'apparence de la Vierge Marie. Moi, je rajouterais que c'est une entité sans âme, un djinn, un démon, un archonte qui a pris l'apparence de la Vierge Marie pour entretenir des systèmes de croyances, pour extraire le louche, pour vampiriser l'énergie. Donc voilà, c'est un phénomène qui est universel, qui est à plusieurs niveaux. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Puis ce que je souhaitais rajouter, c'est que ce qui est intéressant, moi, dans tous les cas, de ce que je constate, c'est que on est nombreux à observer les mêmes choses, à voir les mêmes choses.
Alors après, est-ce qu'on sait exactement comment ça s'englobe tout ça? Peut-être pas, je sais pas, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je pense, on n'a pas fini de découvrir, mais je trouve ça intéressant qu'on arrive à avoir les mêmes informations. Alors moi, en état de conscience modifié, toutes ces informations, je les ai découvertes lors des états de conscience modifiés. Alors que j'avais aucune connaissance de ces mondes-là, ça veut dire que j'étais pas préparée à voir tout ça sur la finalité. Mais c'est ce que j'ai vu. Tu vois. Donc je trouve ça intéressant et je trouve ça bien qu'on puisse échanger entre quelqu'un comme toi, qui est un chercheur, un conférencier, tu as beaucoup de retours, donc du coup tu as beaucoup de témoignages, des personnes comme moi qui rentrent en état de conscience modifié, puis plein d'autres. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire, moi, qu'on se retrouve nombreux à parler de tout ça en restant assez ouvert et en acceptant aussi qu'on ne soit pas en accord sur tout, et pour essayer de comprendre en fait ce stratagème. Mais il y a énormément de recoupements. Par exemple, les informations que j'ai pu avoir avec les enquêtes avec toi, avec Stéphanie, ça regroupe ce que disent des contactés, ça regroupe ce que disent des abductés, des personnes ciblées. Ensuite, il y a Marzinski qui part d'une perspective scientifique, d'une perspective médicale, puisqu'il est dans le milieu médical qui arrive aux mêmes conclusions. Moi-même, par mes recherches, par les témoignages que j'ai recueillis, par les expériences personnelles aussi, j'arrive aux mêmes conclusions. Et on ne découvre rien. Finalement, les anciens, les chamans de l'Antiquité avaient compris la même chose que nous, simplement. C'est dit différemment, mais c'est les mêmes choses. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur quelque chose. Et comme tu dis, on commence à savoir 1 millième ou 10 millième de ce qu'il y a à savoir. En fait, on ne sait rien. C'est ce que je me rends compte avec mon parcours. Je ne sais rien. Je ne sais rien. On en apprend tous les jours. Et plus on en apprend, plus ça devient vaste, plus on se rend compte de l'immensité de la chose, tant au niveau de la conscience humaine, mais aussi au niveau de la nature de la réalité. C'est des choses que maintenant, j'arrive à des informations, des conclusions inimaginables il y a 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ou 10 ans? Voilà, on se rend compte qu'on ne sait rien. Oui, et je trouve ça bien que tu le dises. Moi, je trouve que c'est important. Moi, on en a parlé juste avant. Garder l'esprit ouvert, toujours garder l'esprit ouvert, et puis se questionner, s'interroger, faire des regroupements, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'au fur et à mesure des événements, on commence à y mettre des points finaux. On se dit, là, je ne vois pas autre chose que cette information-là. Puis non, selon le point d'angle ou le point de vue qu'on va avoir, il peut avoir une autre information. De toute façon, tu l'as bien décrit pendant toute cette interview. Tu as parlé de différentes structures, tu as parlé de différents événements. Et on se rend bien compte que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris. Et en fait, ça va dépendre des cas. Donc, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est important aussi de garder toujours ce recul et cet état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on collabore ensemble, Paul, parce qu'on a, Exactement. On a cet état d'esprit. Je vais conclure cette interview, Paul. Je te remercie infiniment pour cet échange qui a été riche, profond et parfois déroutant, dans le meilleur sens du terme. Est-ce que tu souhaites nous parler de tes cours? Parce que tu m'as parlé de cours, donc je suis curieuse d'en savoir plus. Eh bien, en fait, du coup, tous les mois, je vais faire 3 cours par mois sur des thèmes différents. Pour septembre, par exemple, c'est les cours de la Tartaria. Donc, j'ai fait un premier cours sur les origines de la Tartaria, un second cours que je vais donner le 19, donc vendredi qui vient, sur la chute de la Tartaria, un troisième cours sur les peuples de la Tartaria, les humanités parallèles et les Néphilim, c'est tout interconnecté. Donc, c'est des cours qui sont disponibles si vous souhaitez vous y inscrire sur le site librairiedubonheur.com. Et en fait, si une personne veut s'inscrire au cours 2 et qu'elle n'a pas assisté au cours 1, elle peut le faire, comme une personne qui veut que s'inscrire au cours 3 peut le faire, parce que tous les cours sont indépendants les uns des autres. Et en plus, après, si la personne le souhaite, les cours sont disponibles en replay, ils peuvent les commander. Et pour chaque mois, ça va être des thèmes différents. Par exemple, pour octobre, ça va être un autre thème, pour novembre, un autre thème, et ça sera 2 à 3 vendredis par mois, où je ferai des cours de 4 heures, mais vraiment très approfondis sur un sujet. Et puis, je vais aussi continuer avec les webinaires. Les webinaires, ça ratisse plus large. Les cours, c'est plus un sujet plus pointu, beaucoup plus approfondi, avec des PowerPoint, des choses comme ça. Voilà un petit peu la différence. Super. Super. Donc, l'heure, ce serait de quelle heure à quelle heure pour tes cours? Alors, comment ça se passerait? les cours, ça a déjà commencé. C'est 19h à 23h.
Donc, c'est des cours de 4 heures. C'est des cours en ligne, en fait, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent à ces cours. Par exemple, sur le premier cours de la Tartaria, il y avait des personnes du Canada, des personnes d'Israël, des personnes d'Espagne, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vraiment partout, et de beaucoup de régions de France, de Suisse, de Belgique. Donc voilà, c'est des cours par Internet, et ça dure 4 à 5 heures, en fait. C'est vraiment un sujet qui est pris de manière très approfondie. Voilà, alors que les webinaires, c'est un sujet, mais qui est traité de manière plus large. Voilà, je sais pas si... Et puis là, c'est pareil, ça dure 4-5 heures aussi, les webinaires. Donc, c'est deux concepts un peu différents. Si je peux me permettre de récapituler, on est d'accord, les cours, c'est quelque chose de construit, il y a un programme, c'est défini, alors que le webinaire, c'est un peu plus large parce que du coup, on peut poser des questions, ça peut vite passer d'un sujet à un autre. C'est un peu dans ce principe-là, ce que tu... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les cours, c'est plus des questions. Les cours, au contraire, c'est plus interactif que les webinaires. Les cours, c'est l'occasion de poser des questions très précises et tout. Le webinaire, c'est plus, comme c'est plus large, il y a moins de temps pour les questions. Voilà, c'est un petit peu le cours, c'est plus approfondi. Mais sur un programme défini, c'est-à-dire que c'est structuré, tu as un programme, on va parler de tel sujet, et puis on peut communiquer sur ce sujet, questionner sur ce sujet. Exactement, alors que le webinaire, ça peut partir un peu, pas dans tous les sens, mais c'est voilà. J'imagine un peu, Paul. Ok, super. Bon, ben, écoutez, moi, dans tous les cas, tu auras peut-être l'occasion de me voir dans l'un de tes cours. Hein, ce sera avec grand plaisir de participer à l'un de tes cours. Vraiment, avec grand plaisir. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent aller... C'est vraiment un grand plaisir. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à découvrir donc les conférences, les livres et les vidéos de Paul Ponceau. Hein. Donc, les liens seront disponibles en description. Je vais essayer de faire ça. Donc, je te remercie, Paul, infiniment du temps que tu nous accordes. Je remercie les personnes. Merci à toi. Et puis merci vraiment. Merci à toi. Et le mot de la fin, la vérité ne se trouve pas toujours là où on l'attend. À très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.